Emmanuel Bourret. Bonsoir. Eh bien, écoutez, je suis ravi d'être parmi vous. Je suis là pour écouter et vos réactions et vos impressions et répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas. Il n'y a pas de questions, on va dire. Voilà. Toutes les questions sont bonnes, toutes les impressions sont bonnes pour commencer, on va dire, à parler, à discuter si vous le désirez. Alors, le temps que les spectateurs atterrissent un tout petit peu, parce que moi, c'est un film qui m'a beaucoup remué, donc j'imagine que ça peut être le cas de spectateurs dans la salle. On va peut-être commencer par raconter sagement comment tu es passé, Mademoiselle de Jonquière, ton film précédent, à celui-là. Est-ce que tu les as vraiment écrits dans cet ordre-là, par exemple? Non, pas du tout. Ce film était écrit avant. Je l'avais écrit après Caprice. Et après donc Frédéric Mermière, mon producteur, savait que j'avais un sujet pour un film en costume. Il pensait... je sais bien que je fasse un film en costume à ce moment-là. Donc ce projet, je l'ai mis de côté. Et puis c'est pas celui-là qu'on devait tourner. J'avais entre-temps écrit un autre projet qui sera peut-être le suivant. Et comme on avait un problème pour le casting, on n'avait pas trouvé le bon casting, on est parti sur celui-là. Et presque même un peu en catastrophe, parce que c'est pas le projet sur lequel on était parti. Donc voilà, donc les projets ne se font pas forcément... il n'y a pas un calcul très très précis. Voilà. Et tu as combien de projets d'avance sur l'écriture? Bon, il y a toujours au moins 2, quoi, voilà. D'accord. Voilà, on ne sait jamais comment les choses peuvent se passer. Voilà. Il faut être prévoyant. Alors, je ne m'attendais pas du tout à cette réponse, je l'avais lu nulle part, je pensais que vous avez fait dans l'ordre d'écriture. Et du coup, tout le monde insiste sur la logique de faire se succéder ces deux films, puisqu'il y a de nouveau un rapport à l'esprit du XVIIIe siècle, c'est pas totalement surprenant dans ton cinéma en général, mais pour le coup, tout le monde insiste aussi sur le fait qu'il y a un rapport à Diderot, parce qu'il y a entre autres cette logique d'enchâssement des récits. Pour toi, quand tu as écrit celui-là, tu avais déjà... J'aimais déjà Diderot et oui. J'aimais déjà Jacques le Fataliste. Ouais. C'est vrai que comme ça, de Jonquière, autant, on va dire, était de nombreux récits extraits, mais qui n'est pas un récit, justement, on va dire, enchâssé ou entrecoupé d'autres récits, de flashbacks et tout ça. Celui-là, peut-être, a une structure, oui, qui peut peut-être être presque plus inspiré en effet de Jacques le Fataliste dans sa liberté. Après, il y avait deux choses, mais il y avait un film que j'avais pris beaucoup de plaisir à faire qui s'appelle L'Art d'aimer, qui était aussi un film qui était presque un film à sketch avec beaucoup d'histoires. Et là, j'étais parti de différentes situations qui m'intéressaient, mais j'avais envie d'un film plutôt, entre guillemets, je vais dire un entonnoir, ça veut dire où tout converge quelque part vers la fin. Dans celui-ci. Dans celui-ci. Et alors, ouais, non, je t'en prie. Non, avant de parler de la fin, mais comment tu as conçu les histoires, y compris en termes de récits, enfin, ceux qui allaient introduire les récits en tout cas, les unes par rapport aux autres? À quel moment tu t'es dit, non mais ça, ce récit-là, c'est une partie du film et une partie seulement? Est-ce que d'emblée, tu étais parti sur cet effet de symétrie des deux narrateurs? Ou est-ce que tu avais commencé à travailler sur une histoire en pensant que ça allait pouvoir devenir un film? Enfin, raconte-nous comment ça s'est agencé pour produire cet effet du jeu de ping-pong des récits enchâssés. Peut-être qu'il y avait deux récits à la base qui peut-être plus marquants et qu'on devine aussi dans la structure du film, qui est vraiment en deux chapitres. Il y a d'abord, on va dire, le chapitre Maxime et Daphné, qui était la première idée, un peu j'essaie de trouver dans mes notes le titre d'origine, peut-être c'était la copine de mon cousin. Donc l'histoire voilà, d'un petit cousin qui va voir son cousin, et lorsqu'il arrive, son cousin est parti parce qu'il a dû quitter précipitamment le lieu de vacances, et il se retrouve avec sa copine. Voilà, donc ça peut être une idée aussi succincte que ça, et qui est développée. Et donc
chacun se raconte son histoire, et cette histoire, et cette situation dans laquelle ils sont, parce qu'ils sont dans un cadre un peu idyllique, en vacances, à se raconter cette histoire, et la révélation de leur intimité, chacun les rapproche. Donc il y avait cette idée-là, et donc ils se racontent leur histoire, donc il faut nourrir aussi les histoires qu'ils se racontent, et donc c'est d'autres situations qu'on va piocher. Et puis il y a cette deuxième partie, le grand cousin qui lui est à Paris rencontre le compagnon de son ex-femme, qui lui avoue qu'il n'a jamais été le compagnon de son ex-femme. D'où Enquête, et donc ce chapitre plus polar, voilà, où il retrouve son ex-femme, et il dénoue un peu toute cette forme de machination, de manipulation, mais manipulation qui, pour revenir sur l'épisode de Jonquière, c'est pas une manipulation, on va dire, c'est pas diabolique dans un sens, mais c'est pas diabolique dans le sens où elle n'est pas là pour le mettre à terre, mais quelque part pour elle se sauver de cette blessure. C'est une autre revanche d'une femme laissée, mais une revanche, on va dire, par le haut. Et puis, dernière partie du film, où les trois se retrouvent, les deux cousins et tout ça, et le départ en train et l'épilogue. Voilà comment... voilà. Et donc dans ces constructions, voilà, c'est des parenthèses dans des parenthèses, des sous-ensembles, et donc la construction d'un scénario ressemble un peu à une mécanique, grosso modo. Voilà. Et après, je ne sais pas si ça vous donne une idée un peu de... Si. Et ça met du temps. C'est un temps qui n'est pas un temps de rédaction, parce que c'est vraiment, quand je dis mécanique, c'est vraiment un temps de construction. On essaye de trouver les pièces qui vont composer. Et tu joues avec des post-it, enfin physiquement, matériellement Physiquement. Les cinéastes qui font ça, vraiment. Oui, non, mais c'est pas mon cas. Moi, juste une chose avant de passer la parole à ça. Ce que j'aime beaucoup dans le film, pour moi, aimer un film, c'est essayer de trouver la note qui permet d'affirmer sa singularité. Et en fait, je trouve que là où le film est extrêmement beau, c'est qu'il concilie deux données qui paraissent a priori contradictoires. C'est la cruauté et la douceur. Et de trouver une sorte de point d'équilibre où on est à la fois dans des choses extrêmement cruelles, en fait, et douloureuses potentiellement, et difficiles, et qu'en même temps, tout s'opère dans cette espèce d'infinie douceur et de générosité incarnée par le personnage d'Emily Duquesne. C'est pour moi absolument bouleversant, en fait, et aux antipodes des attentes et des conventions de cinéma sur les règlements de compte, tels que tu les évoquais. Pour moi, ce qui est foncièrement, enfin, ce qui m'intéresse, c'est souvent de mettre en scène, en tout cas, ou en perspective, en tout cas, des personnages qui ont quelque part, entre guillemets, ce qu'on appelle bon fond, qui essayent de bien faire. Ils essayent aussi, évidemment, de satisfaire leurs appétits, qu'ils soient sentimentaux, sensuels, si on veut, comme on l'est tous clivés dans une société, et de l'émancipation, et du souci de l'autre, et du souci du collectif, du vivre ensemble. Et donc je dirais, oui, ce qui est cruel, c'est que même si on essaie de bien faire, même si on essaie de faire de son mieux, eh ben, la cruauté demeure. Voilà. Et je pense que c'est quelque chose, en effet, que d'une façon, je l'énonce, mais plus ou moins consciente, qui fait que pour moi un drame est d'autant plus parfois fort que justement que et je parle pas de mes films, je parle de moi en tant que spectateur au cinéma, que ce qui peut être antagoniste, que les antagonistes sont finalement font de leur mieux. C'est ce que dit Jean Pelevich. D'une certaine manière, c'est que tout le monde fait de son mieux. Et c'est ce qu'elle est terrible, ou ce que dit Jean Renoir. Ce qu'elle est terrible, c'est que tout le monde a ses raisons. Donc, voilà, pour moi, ce que je trouve à la fois de dramatique et en même temps d'attendrissant, parce que c'est quelque chose d'attendrissant. Voilà. C'est pour, je ne sais pas si c'est bien exprimé, mais ça tente de rejoindre ce que tu dis.
Bonsoir, mesdames, Bonsoir. messieurs. Je ne sais pas si je me trompe, mais c'est à Avignon que ça se passe. Oui, l'action se situe un peu. On voit la gare d'Avignon, ça se situe un peu plus au nord, dans le nord du Vaucluse, autour de Vaison-la-Romaine, Malaucène, Le Barou, au pied du Ventoux. Et pourquoi on choisit Avignon pour ces histoires d'amour compliquées? Parce que déjà, il y avait la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui nous a soutenus, et puis aussi parce que c'est une région que je connais, et on va plus facilement vers les lieux qu'on connaît que ceux qu'on ne connaît pas. Voilà. Merci. Bonjour. Bonsoir. J'ai pas tellement de questions. En fait, moi j'ai beaucoup aimé le film. En tout cas, voilà, j'ai envie de le dire. Pour moi, ça sonne assez juste ce qui se passe. Et je trouve ça assez pacifié. Et, bon, j'y vois pas spécialement de la cruauté, mais simplement quelque chose d'un peu parfois compliqué, comme peut être l'amour, quoi, voilà. Et peut-être si j'ai une question, le lieu là justement vers Avignon, pourquoi ce lieu avec une espèce de pont de pierre, enfin le cercle de pierre, parce que je sais pas, est-ce que c'est un symbolique particulier pour vous? Non, on n'a pas cherché, nous, une symbolique. Il fallait que, dans le périmètre dans lequel on a tourné, on a cherché des endroits qu'on trouvait beaux, intéressants à filmer. L'intérêt pour nous, c'était que ces deux personnages se trouvent dans une sorte d'écrin qui fasse que tout les pousse quelque part à ce qu'il se passe quelque chose entre eux. Donc c'est vrai qu'on a veillé à trouver des décors qui aient, on va dire, une certaine forme entre guillemets, de beauté. Et il y avait en effet cet aqueduc, ce sorte de vestige d'aqueduc romain, et voilà, qui était graphiquement un décor qui était très intéressant. Sachant que c'est ironique parce que ce lieu-là, le cercle-là, finit par être le lieu de règlement de compte entre les cousins, Oui. enfin de possible Oui, règlement de compte entre les cousins, bien plus que de lieu d'approche et de drague des deux inconnus. Oui, en même temps, il n'y a pas trop de drague puisque ça se passe. Mais oui, après, ce qui m'intéressait à la fin, c'était cette répétition de ce jeu. Bonsoir. J'ai une question. Finalement, je me pose la question si la fin est triste ou elle est gaie. Eh ben, moi, ce qui me réjouit au cinéma, en tout cas chez les cinéastes que j'aime, c'est l'ambivalence. Et donc, j'ai tenté en tout cas de faire une fin où ça se termine mal et bien. Et d'ailleurs, je le vois, parce que je présente le film, j'ai fait une série d'avant-premières avant de rencontrer, et il y a des spectateurs qui me disent « Ah, le film se termine bien, finalement. » Et là, je me dis « Mais le film se termine mal. » Et donc voilà. Donc, pour moi, c'est important que ça se termine. Moi j'ai mon propre interprétation de la fin. Et pour moi, ça se termine mal et bien. Voilà. Mais tout est dans un courant du temps. Si on prend chacun des personnages, ça ne se termine pas forcément bien ou mal pour tous. C'est-à-dire que celle qui, par exemple, avait programmé sa vie avec son expérience au Japon, puis aux États-Unis, puis la naissance d'enfants, peut-être se dire que tout à coup, cette découverte de l'impromptu et de l'inimaginé est une formidable nouvelle pour elle. Ben, tout à fait. Par exemple. Et finalement, on peut imaginer que justement, que le temps est un cycle, et qu'on le voit dans le film, il y a des choses qui terminent mal, puis des choses qui après ça redevient bien, ça redevient mal, ça redevient bien, ça redevient mal. Et il y a l'idée un peu de faire une sorte presque de je ne sais pas si ça serait un rythme. Mais... Il y aurait une suite. Une réaction, oui. Une ronde, monsieur Flux. Une ronde, tout à fait. La ronde.
Moi, je trouve que les personnages... Attendez, parce qu'on ne voit pas vous entendre au fond. Là, ça, je vais quand même prendre le micro. Ah non, vous n'avez pas le droit de toucher. Ah oui, c'est vrai. C'est dur. Ah, c'est dur, hein, ça fait bizarre. Ouais, non, mais déjà, je voulais vous féliciter pour le film. Moi, j'ai trouvé ça vraiment remarquable. À la fois, la manière dont c'est raconté, la sensibilité qu'il y a les personnages. Enfin, vraiment, bravo. Moi, justement, je reviens aussi sur la fin, parce que... moi, l'impression que j'ai, mais donc c'est mon interprétation, hein, c'est que je trouve que les personnages n'arrivent pas vraiment à vivre ce qu'ils ressentent, en fait. Enfin, que ce soit le personnage principal qui est toujours voilà, à la recherche de son premier amour, et puis après qui vit cet amour, mais ça va pas jusqu'au bout finalement. Pareil pour la femme, enfin pour Camilla Jordanel, qui est aussi pareil, elle est un peu... elle n'est pas vraiment amoureuse de son homme au départ, et puis moi je trouve cette fin assez triste, effectivement. Ouais, bon, c'est mon interprétation. Je la trouve triste parce que, je sais pas, on a l'impression que finalement ils se contentent voilà, ouais, ils subissent un peu la situation, qu'ils prennent pas les choses en main, enfin je sais pas, qu'ils suivent pas leurs émotions. Non, je sais pas. Oh, c'est mon oui, je laisse votre interprétation. Oui, bien sûr. Pour moi, à la fin, le lien que Camélia avec Vincent Macaigne, il est beau aussi, il est d'une autre teneur. Donc je sais pas. Moi, mais... Après, mais c'est pour ça que je pense qu'on peut vivre le film selon ce qu'on peut-être... Pour vous, il y a quelque chose de... Pardon ? Pour vous, il y a... vous avez voulu faire des choses très... enfin, avec plusieurs interprétations possibles. Vous n'avez pas votre propre interprétation. Vous voulez peut-être pas la dire, d'ailleurs. J'ai peut-être ma propre interprétation, mais je pense qu'il y a, pour un seul film, chacun le voit à l'aune de son intimité, à l'aune peut-être de ce qu'il a vu. Moi, je sais que les films que je vois et que je revois, les films que j'aime, au fur et à mesure même de ce que je vieillis ou j'avance dans la vie, je les ressens aussi différemment. Et c'est comme une chanson d'amour. Selon le moment où on l'écoute, on la ressent avec pas forcément la même intensité. Pour moi, c'était plutôt, oui, le cœur est grand et il ne peut pas tout vivre. Mais dans le cas de Camélia, c'était pas complètement une résignation. Voilà, il y a aussi quelqu'un auquel elle est attachée et qu'elle aime aussi. Le drame, c'est que peut-être le cœur est grand, il est trop grand pour pouvoir vivre tout ce qu'il aimerait vivre. Et voilà, après, je ne serais trop pas... Non, c'est super qu'on se pose des questions, qu'on échange comme ça. Oui, merci. Il faudra peut-être une suite. Oui. Dès que le film aura fait 2 millions d'entrées, Emmanuel travaillera dessus. Par contre, il ne l'attendra pas tout de suite, il attendra 3 ans. Les 2 millions, quand même, d'abord. Donc, par ailleurs, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, mais c'est quand même un peu un film sur l'inconstance. Oui, c'est un film sur double notre inconstance, quelque part. Notre inconstance dans le sens... je ne veux pas parler dans notre inconstance. Je ne pense pas que les personnages en soi sont en soi inconstants par rapport... J'aimerais bien trouver le mot juste. C'est l'inconstance peut-être des choses en elles-mêmes. Notre inconstance, elle est liée à l'inconstance de la vie, mais nos humeurs, nos sentiments, oui, ne sont pas d'une constance, voilà. Mais le mot inconstance s'attacherait plus peut-être au titre, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. C'est vrai qu'on ne sait pas forcément les choses qu'on dit, parce qu'il se passe des choses entre le moment où on les dit et ce qui survient. Et le cinéma est un art du temps, et la plupart des récits, et d'ailleurs la plupart des récits, des fables, des contes, mettent ça en scène. Quelqu'un s'engage, quelqu'un fait une promesse, quelqu'un dit qu'il est comme ci, qu'il est comme ça, et il y a le temps, et ça fait un récit. Et cet écart-là entre la parole et ce qu'il advient, eh ben, c'est quelque chose à la fois qui peut être cocasse, qui fait rire,
qui peut être cruel. Mais c'est quelque chose, je crois, pour le spectateur qui est assez rassurant. Parce que je pense que dans son intimité, on peut juger justement aussi de cet écart, de cette inconstance dont on peut faire preuve. En tout cas, moi, en tant que spectateur, ça me rassure un petit peu. Voilà. Et donc, d'être dans une certaine forme d'exigence morale perpétuelle, je m'en réfère peut-être à certaines actualités, et bien moi, je trouve que voilà, qu'une certaine forme d'indulgence par rapport à nos faiblesses, voilà, une certaine forme d'inconstance, madame n'est pas d'accord? Ah voilà. Avec le masque, on ne sait plus quand les gens et que quelqu'un qui ne fait pas exactement ce qu'il a dit, finalement, là, je trouve ça plus rassurant que quelqu'un qui fait exactement tout ce qu'il a dit. Voilà. Une autre? Bonsoir. Vous écrivez vos scénarios, vous avez déjà vos acteurs en tête? Non, j'ai pas les acteurs quand j'écris le scénario, parce que je sais que savoir qu'on aura tous les acteurs à ce moment-là précis, qui seront tous libres, qui sont pas sur notre tournage, qu'ils aimeront faire le film et tout ça, c'est des choses que je ne peux pas prévoir à l'avance. Et je crois qu'avec le temps, j'ai un plaisir, justement, une fois que j'ai écrit le scénario, de voir, eh ben, tiens, qu'est-ce qui va arriver. Et parfois, il y a beaucoup de propositions dans ce casting. Camélia Jordana, ça vous semble, parce que comme je ne regarde pas trop la télévision, j'écoute pas les radios qui passent Camélia Jordana, je ne la connaissais pas. Donc c'est ma directrice de casting qui m'a montré des essais qu'elle avait passés pour une série. Et j'avais trouvé, tiens, cette fille, elle est super. Et je l'ai rencontrée, elle était vraiment super pour le rôle. Nils Schneider, je le connaissais, mais pour moi, il n'allait pas du tout pour le rôle. Il était trop beau, trop séduisant, trop sûr de lui. Ce n'était pas du tout le personnage. Et d'ailleurs, il avait lu le scénario via Camélia. Et il m'en avait parlé, me disant que le rôle l'intéressait. J'avais dit non, je suis désolé, mais c'est vraiment pas pour toi. Et en fait, comme je ne trouvais pas, j'ai fait une lecture et les deux, c'était vraiment super. Donc, c'est très difficile d'avoir des évidences pour le casting. Et donc là, j'avais aucune évidence. Vincent Macaigne, on se connaissait, on avait envie de travailler ensemble, mais je lui ai fait lire le rôle, je lui ai dit, je pense que tu serais très bien, mais tu es trop jeune. Le personnage, il a une fille qui a 18 ans, c'est lui qui m'a dit, mais non, je suis vieux, et j'ai un truc, on me voit vieux, quoi. Voilà. Et bon, mais les choses se passent comme ça, voilà, on avance un peu à tâtons. Tu n'as pas parlé d'Émilie, avec qui tu avais envie de travailler? Alors, Émilie, ça fait longtemps que j'avais envie de travailler. J'avais déjà d'ailleurs passé proposé des rôles, qu'elle avait décliné. Et là, elle a accepté. Bon, et j'étais très heureuse, parce que j'aime beaucoup, et notamment pour ce personnage, parce que maintenant vous avez vu le film, c'est un personnage un peu hors du commun, un peu bigger than life, comme on dit aux États-Unis. Et je pensais qu'il fallait quelqu'un qui soit très terrien, qui vive les choses, mais vraiment dans le corps. Pas une actrice aérienne, c'est très beau, hein, des acteurs aériens, mais quelqu'un qui le vit, voilà. Et voilà, je trouve qu'elle était vraiment super. Voilà. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Elle est extrêmement bien dans le film, elle est aussi extrêmement bien parce que le film lui ménage la part belle, y compris en la tenant à l'arrière-plan longtemps, jusqu'à lui donner un rôle central, en fait. Et ça participe à la construction du personnage, cette espèce de prise de pouvoir où tout à coup on a vraiment le point de vue féminin qui emporte. Oui, il y avait quelque chose d'assez ludique, en tout cas dans la fabrication de... Bon, on se doute, voilà, Émilie Dequesne, elle ne va pas faire juste un petit second rôle et tout ça, bien qu'il est marqué avec la participation d'Émilie Dequesne, qui participe d'ailleurs à ce côté-là. Et c'est ça que j'aime bien justement dans les flashbacks, c'est le côté a priori. On a un a priori sur quelqu'un, on a un a priori voilà. Et le flashback d'un coup nous permet de tout remonter et de tout redécortiquer. Voilà.
y compris parce que l'origine du flashback, c'est quand même qu'on sait la fin des deux histoires. Enfin, il y en a une qui se termine bien, l'autre qui se termine mal. Et donc, du coup, on va raconter comment on en est venu là pour chacun des personnages. Et il y a quand même cette idée-là de jouer sur le savoir du spectateur, et sur son désir de comprendre pourquoi le couple pour lequel il est arrivé dans cette maison a échoué, par exemple. Alors, le couple, la chaîne de Lich Schneider, qui arrive, on sait très vite qu'il a eu un chagrin d'amour. Oui, oui, tout à fait. Donc, et tu disais que le flashback permettait de... Voilà. Ce sur quoi tu travailles, c'est quand même quelque chose où nous savons où en sont les personnages, oui, très précisément. Et oui, on joue sur l'opposition de leur situation où l'une est très heureuse puisqu'elle est enceinte, qu'elle est très amoureuse, etc. Et l'autre est au contraire en phase de dépression. Tout à fait. Ce qui est, on va dire, ludique, amusant dans les flashbacks, c'est de confronter des moments extrêmement différents les uns aux autres, et avec en effet parfois la présence du spectateur et parfois en effet l'ignorance. Mais bon, après je pense que la chose oui, pardon, je voulais pas vous poser une question, du coup, plutôt vous donner une opinion. Du coup, moi j'ai bien aimé le film, j'ai trouvé ça touchant, j'ai trouvé ça presque parfois un peu théâtral, je trouve dans les jeux d'acteurs et dans les textes. Mais ce qui m'a le plus plu, c'est en fait le moment précis où on se rend compte en fait que l'histoire des récits précis de chacun des personnages, au final, ça raconte leur histoire à eux, de cette ébauche de l'histoire d'amour qu'on comprend à ce moment-là, que j'ai trouvé intéressante. Merci. J'aime bien l'idée que nous tous, chacun, on soit un tissu d'histoire. Et j'aime bien l'importance, on va dire, des histoires. Je crois que on est l'acteur principal de notre vie, mais on en est aussi quelque part le narrateur et le lecteur de notre vie. C'est qu'on a besoin de se raconter en permanence sa vie. Et que pour ça, on se raconte des histoires, mais on se nourrit d'histoires, des histoires des autres, de littérature, de cinéma, d'histoires qu'on entend autour de nous. Et j'aime aussi cette idée que quand on rentre en relation avec quelqu'un, quand on fait une rencontre, on se raconte, et on se raconte des histoires, et que ces histoires tissent un lien. Le mot est joli, de tisser des liens. Et cette idée de... Voilà, donc il y avait quelque chose, en tout cas dans cette idée de ces deux personnages qui se racontent leur histoire, leur intimité récente, que le fait de se raconter de cette intimité crée entre eux une histoire. Voilà. Ça paraît théorique quand je le dis, mais ça me semble très concret en fait. On a besoin de raconter son histoire, et puis de toute façon c'est pas la même chose selon à qui on la raconte, le moment dans lequel on raconte, le cadre dans lequel on raconte. Et tout le monde se raconte des histoires, comme le philosophe raconte. Maintenant, il dit à un moment donné, voilà, quelques mots, quelques phrases. On a besoin, les histoires, c'est ce qui donne de l'allure à notre vie. Le cinéma, c'est ce qui donne de l'allure à notre vie, la littérature, la peinture, tout ça. Et on cherche tous à donner une allure à sa vie. Et donc j'avais envie, voilà, que chacun soit en train de se raconter des histoires, et qu'on aime les histoires d'amour des uns et des autres, parce qu'elles nous aident aussi à construire notre propre histoire. Cette idée qu'on est tous affamés d'histoire, parce que pour construire sa propre histoire. Donc il y avait cette idée peut-être sous-jacente, je ne sais pas si ça correspond à ce que vous évoquiez. Voilà. Et par rapport au côté théâtral, alors c'est quelque chose qui m'embarrasse un petit peu, parce que moi j'ai pas trop de lien avec le théâtre, mais c'est quelque chose qu'on me dit souvent. Par contre, j'ai un lien avec le cinéma, une certaine forme de cinéphilie, et c'est vrai que j'ai grandi avec un amour de cinéma. Alors, Stéphane sait que
que j'aime beaucoup les burlesques, mais j'aime aussi beaucoup les comédies américaines et tout ça, où ça parle énormément. Et donc, pardon? Et Guitry, et pour moi, la parole est aussi très cinématographique. Voilà. Et donc, ça me surprend toujours. Alors après, c'était en effet beaucoup de cinéastes qui avaient grandi avec cet amour, peut-être du théâtre, de la parole. Mais pour moi, la parole est très cinématographique. Donc, le mot théâtral, je ne sais pas comment il faut l'interpréter. Et je me demande souvent si on n'est pas aussi dans une époque, et notamment en France, parce que ça parle beaucoup plus dans les films américains, ou c'est parce que ça parle relativement peu dans les films. Mais moi, quand je vais dans les cafés, quand je discute avec des personnes, j'entends des personnes discuter, ça parle beaucoup plus qu'au cinéma. Voilà. Beaucoup plus et beaucoup mieux, tu dis d'ailleurs. Et je dis beaucoup mieux parce que souvent au cinéma, dès qu'on n'est pas d'accord, on se fout sur la gueule, on utilise des mots, voilà. Donc voilà, donc moi je suis assez impressionné justement plutôt dans la vie, combien les personnages cherchent leurs mots, essayent de formuler, tournent autour d'une idée, et on a besoin, pour en revenir, de se raconter, de chercher ces mots. Et moi, adolescent, le cinéma m'a beaucoup aidé pour ça, m'a beaucoup aidé de voir, oui, des personnages, voilà, et c'est ce qu'on apprécie aussi dans les romans, dans la littérature, des personnages qui essayent d'exprimer ou d'argumenter ce qu'ils ressentent. Et pour la plupart d'entre nous, on est des personnages civilisés qui utilisons beaucoup la parole, et la parole, elle cache aussi beaucoup de choses. C'est pour ça qu'elle est cinématographique, c'est qu'on prend des détours, on ne dit pas les choses directement, puisqu'on s'adresse toujours à un interlocuteur. Si on veut exprimer son désir, on ne le dit jamais comme ça. On essaie de voir, pour voir comment l'autre va réagir, on tâtonne. Et donc, en tout cas, on utilise beaucoup la parole. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça faisait référence à ce côté théâtral, mais peut-être... Une question simple, et avant j'en glisse une, et après j'en glisse derrière. Avant, j'en glisse une, parce que tu as évoqué la figure du philosophe dans le film, donc il y a un travail autour du documentaire que montre Camélia Jordana, dont la figure est inspirée par René Girard, mais c'est pas lui, je ne sais pas s'il n'en existait pas, ou si tu avais envie de... Non, la référence à René Girard, elle est faite dans cette fameuse réplique autour de l'amour mimétique, mais dans la figure du philosophe, non, c'est plus Marcel Conche, à la rigueur, je pense que je me suis inspiré plus de Marcel Conche, mais pas directement René Girard. J'ai fait dire des paroles qui servaient aussi le récit. Qui servent le récit, mais qui montrent quelque chose en écho à ce que tu viens de dire, c'est que les histoires nous modifient à condition de savoir les entendre et se les approprier, puisque pour le coup, la monteuse, par exemple, monte les paroles de ce philosophe, mais ça n'a pas l'air entièrement de résonner pour elle, alors que par contre, la femme de Vincent Macaigne, qui est par hasard devant sa télévision, tout à coup, décide de changer son destin en ayant un écho interne de cette voix un peu surgie de part. Tout à fait. Mais c'est ce qu'elle dit. Voilà, on ne sait pas pourquoi à un moment donné, quelques mots alignés derrière les uns font écho. Et alors, juste parce que je n'ai pas peut-être tout saisi le sens de ta question sur le début, parce que je pensais déjà ce que j'allais répondre. Moi, je pensais à qui allait poser les questions et du coup, j'ai oublié le début. On fera ça hors champ. Bonsoir. Oui, bonsoir. J'ai beaucoup aimé votre film. Je me demandais une chose. J'ai eu l'impression qu'il y a beaucoup de musique très présente avec des morceaux qui sont très parallèles de chacune des histoires que vous racontez. Je voulais savoir si... alors, j'étais déjà surprise parce que quand j'ai regardé le générique, je pensais que c'était toujours un peu la même musique, enfin le même morceau de musique qui continuait en fait. Et en fait, pas du tout. Non, pas du tout. Il y a beaucoup de compositeurs différents. Par contre, ma question, c'est que je voulais savoir si est-ce que vous choisissiez avant Non. Quel morceau Non. C'est au montage que la musique est décidée. En fait, je pense pas avant la musique. La musique est quelque chose qui souvent révèle aussi quelque chose beaucoup du jeu des comédiens.
Et avec mon monteur, on essaye souvent beaucoup de musique avant d'en choisir une. Et en l'occurrence, sur ce film, vous ne savez pas au début si on allait faire une musique originale ou si ça allait... voilà. Donc, pour un éventuel compositeur, on a mis des musiques qui puissent donner des directions. Et au final, petit à petit, en avançant dans le montage, on s'est dit que toute cette variété de musique peut-être était plus intéressante que 2-3 thèmes de musique qui soient unis. Et tout ça, c'est un travail qui se fait à tâtons. On passe plus de la moitié du tournage à poser des musiques. En fait, je voulais aussi intervenir sur les musiques pour dire que j'avais trouvé à chaque instant qu'il y avait une nouvelle musique, je trouvais qu'elle collait exactement, de mon ressenti, qu'elle collait exactement avec les sentiments du film et les sensations. Et j'ai été absolument éblouie par les musiques et je tenais à dire. Bon, merci madame. Voilà. On passe beaucoup de temps à chercher les musiques. On en essaie beaucoup. Oui. Juste, j'avais 2 questions. C'était le film en noir et blanc qu'on voit à un moment donné, quand ils sont sur le canapé. Il y a un extrait d'un baiser. Ah, le film en noir et blanc, c'est The Amazing Adventure. Oui, voilà. Pardon? Oui, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. C'était quoi? C'était un film que vous avez choisi volontairement? Non, c'est pas le film que j'avais choisi à la base. Le film que j'avais choisi à la base, c'était trop cher. C'est quoi? Pardon? Oh, c'était un baiser qu'il y avait dans Rebecca. Donc, voilà. Et donc, il a fallu trouver un autre baiser qui soit, entre guillemets, libre de droit. Et donc pour des raisons... L'autre chose, c'était juste... moi, je m'est revenu l'art d'aimer et puis un baiser s'il vous plaît. Oui. Et c'est marrant, j'ai l'impression d'un mélange entre les 2 films aussi. C'était mon rythme. Sur la structure d'un baiser s'il vous plaît, il y avait exactement... Oui, c'est vrai. Et puis la fin, pareil, où ils s'embrassent et finalement ils vont se séparer. On retrouve un peu la même dynamique. Donc vous voulez dire que je me répète. Non, parce qu'en même temps, il y a un enrichissement et puis c'est quelque chose de... J'ai plaisir à voir ce film, en écho aussi. Mais voilà. Non, mais je comprends très bien ce que vous dites. Hein, je comprends très bien ce que vous dites. Et j'assume peut-être aussi de me répéter. Mais c'est vrai qu'il y avait sur l'art d'aimer, en effet, cette multitude, en tout cas, d'histoires, mais qui ne convergeait pas finalement. Et sur l'art d'aimer, cette histoire dans l'histoire, et ce récit de flashback, et ce récit qui est rapproché, en tout cas, de personnes. C'est vrai. Après, j'essaie de faire des choses différentes, et après, je pense que on est obsédé par ces obsessions. Il y a cette histoire que je racontais récemment, mais qu'on m'a racontée, que je trouve très belle, qui fait référence à un très grand artiste qui est Giacometti, qui était vers la fin de sa vie interrogé par un jeune journaliste. Et les jeunes journalistes lui demandent, mais si on regarde votre œuvre, vous avez quand même toujours fait la même chose. Et Giacometti qui répond, mais c'est parce que j'y arrive pas. Et je trouve ça assez beau. Après, oui, je pense que la chose qui est le moteur, en tout cas chez toutes sortes de créateurs, dans tous les domaines, ce sont les obsessions, et c'est la chose dont on est parfois le moins conscient. Et donc c'est vrai qu'on répète un peu des choses sans forcément trop s'en apercevoir sur le moment. Mais voilà, bon. Je me dis, pour ceux qui aiment, tant mieux. Pour ceux qui n'aiment pas, tant pis. Ouais. Au passage, en descendant, je glisse une question sur une des énigmes avec lesquelles la presse se bat pour essayer de comprendre ce choix. C'est que très souvent, les costumes sont en accord avec le décor, de façon presque quelque chose de l'ordre d'une sorte de redondance visuelle qui est effectivement assez marquante. Alors là, je peux répondre. Ah, voilà. Ce soir, je vais résoudre l'énigme. J'écrirai aux critiques concernées. Lorsque j'ai fait Mademoiselle de Jonquière, j'ai eu la chance de travailler avec un des plus grands, voire peut-être le plus grand créateur de costumes qu'on a en France, qui
s'appelle Pierre-Jean Larocque. Et pour préparer ce film, puisque pour nous, c'est un film en costume, mais quelque part petit budget, le costume était un peu une sorte de vedette, on va dire, enfin, et donc, et puis nous, quand je dis nous, c'est mon équipe et moi, parce que sinon le reste de l'équipe, on est un peu toujours les mêmes. Et donc, on faisait toutes les réunions de décors et d'images, et tous les essais costumes, tous ensemble. Parce qu'on voulait que les costumes s'accordent avec les fonds, et les fonds, c'est-à-dire les décors. Il y avait même... Et donc sur ce film, on a choisi tous les costumes en présence du directeur de la photo, du chef décorateur, du réalisateur, et voire parfois même de la coiffeuse. Voilà. Donc c'est parce qu'on voulait en effet c'est peut-être en effet voilà, une sorte de direction artistique assez assumée. Voilà. Une harmonie. Une harmonie. Bonsoir. J'ai beaucoup aimé le film. En fait, j'étais impressionnée par la construction des scénarios, des questions, des vidéos, mais aussi par le mélange des genres. C'est comme si chaque personnage introduisait un nouveau genre. Vous avez parlé de la comédie américaine au début, l'histoire de trio avec les Twix et oui. Sans plus, je sais plus son prénom. Génatia. Ça fait très comédie américaine, en plus elle est habillée comme Catherine Hepburn, un peu avec le pantalon haut, et puis elle parle très très vite, la rencontre avec la musique, c'est vraiment la comédie. Et puis on arrive la scène avec Émilie Beuquel devant il y a une résolution où elle explique son stratagème, on a l'impression de revenir peut-être dans un film de Truffaut, la série Mississippi, quelque chose de très français comme ça, et puis la fin, on est carrément dans le mélodrame, la sœur, et tout ça, ça joue tellement bien. Enfin voilà, j'ai senti que ça, j'ai cité parmi mes cinéastes préférés. À la fin, avec les sapins, ça fait très... je sais plus quel film, ça m'a fait penser un peu. C'est pas vraiment une question. Non, mais c'était bien. Non, mais merci. Et puis c'est vrai que de toute façon, quand on fait des films parce qu'on aime des films, et en tout cas dans la motivation, dans le souci en tout cas de bien faire, on voit que des cinéastes qu'on aime, et vous en avez cité, vous n'êtes pas trompé en tout cas sur ceux que vous avez cités. Je fais une blague, une question, puis après je donne la parole. Non, la blague, c'est qu'à la fin, tu disais tout le monde peut voir la fin comme il veut, tout ça. Et moi, je sais qu'il y a une personne en France qui, à la fin, ne verra que le fait qu'il y a plein d'arbres morts, c'est le maire de Lyon. Et la vraie question, c'est... Non, il y a un article anglais. C'est Bordeaux? Vous êtes sûr? Ah oui, Lyon, c'était le Tour de France, et Bordeaux, c'était ça. Exact, merci. Non, il y a un journaliste anglais qui disait, en fait, si on veut une idée de ce que c'est que le cinéma français dans sa quintessence, il faut voir le nouveau film d'Emmanuel Mouret. On peut dire d'un certain nombre des films d'ailleurs. Et je me demandais jusqu'où tu intégrais ça comme jeu, c'est-à-dire, puisque là on parle de références franco-américaines, mais il y a aussi quelque chose de très libre par rapport à l'image qu'on peut avoir du cinéma français. Je pense par exemple au choix de tes décors, pour le coup, qui sont assez spectaculaires là aussi, notamment le château. On navigue entre le sud de la France et Paris, et donc dans l'organisation des lieux, mais aussi évidemment dans l'esprit et dans la sophistication du langage, par exemple. Donc d'un point de vue d'un spectateur ou un critique anglo-saxon parlant français, tout à coup tu te mets à incarner une sorte d'esprit français. Dans quelle mesure, toi, à l'écriture, tu as envie de jouer avec éventuellement les attentes, les conventions de ce qu'on imagine être cet esprit français, pour utiliser un grand mot? Alors, juste pour l'anecdote, c'est que souvent les journalistes étrangers disent de mes films que c'est typique, enfin que c'est vraiment très français. Voilà. Et les journalistes français me disent c'est vraiment très singulier dans le cinéma français. C'est pas faux. Donc c'est vraiment deux sentiments opposés. Non, à vrai dire, non, en écrivant, je ne songe ni aux critiques étrangers, ni aux critiques français.
Non, c'est pour ça que je suis bien en peine de répondre. Non, il n'y a pas une volonté, en tout cas, de répondre ni aux uns ni aux autres. Après, oui, d'appuyer certaines choses. Comme dit la photo avec laquelle je travaille pendant des semaines, voilà, il faut aller dans le sens de l'effet. Et prendre cette phrase d'Hitchcock que j'aime beaucoup, mieux vaut partir du cliché que d'y arriver. Voilà. Donc oui, s'il y a une intention, une idée à exprimer, il faut y aller jusqu'au bout. Voilà. Donc s'il s'agit de montrer des paysages, montrons vraiment des beaux paysages. Voilà. Allons-y à fond. Si on montre, voilà, que voilà, comme les vignettes, s'il se passe quelque chose, on le montre. Allons-y franchement. Après, si vous voulez qu'on discute, moi j'ai beaucoup réfléchi par rapport justement à ce qu'on juge de typiquement français. Et ça, je l'ai compris en lisant Bertrand Russell, qui avait fait un livre sur le mariage et la morale, et dont la conclusion du livre est, grosso modo, c'est une apologie du système conjugal français, qui est mis, donc c'est écrit par un Anglais, et qui dit les Français, c'est le problème grosso modo entre l'amour et le foyer, comment on règle le problème entre le foyer et l'amour, parce que le foyer, évidemment, avec les enfants, demande une certaine forme de continuation du temps, et comment on vit l'amour qui, par définition, peut être plus instable. Il dit, seuls les Français ont compris, parce que chaque femme en France a un amant, et chaque homme a une maîtresse. Et ça m'avait vraiment surpris qu'un philosophe aussi érudit, aussi célèbre, pense que ça soit un schéma aussi établi en France. Et j'ai compris avec le temps que une des choses qui fascine le plus à l'étranger de la France, concernant la France, c'est l'amour français. Et c'est là où le cinéma français, c'est pour ça que Romer est célèbre partout à l'étranger, c'est là où le cinéma français exerce une forme de fascination à l'étranger. C'est que nous, on a une façon d'aimer, voilà. Donc, voilà, si on ne va pas voir des films de science-fiction ou des grands films d'espionnage français, on va avoir, c'est les Américains qu'on va voir. Nous, ce qu'on a, en tout cas, c'est l'amour à la française, voilà. Et donc, c'est ça qui est typiquement français, je crois, vu des étrangers. Bonsoir. Bonsoir. Beaucoup terre à terre, parce que je vous demandais après ça. Mais c'était pour rebondir sur les décors et les costumes tout à l'heure. Parce que, en fait, pendant tout le film, on se rend compte qu'ils sont tous, ils ont tous des tissus très... Enfin, c'est que de la laine, c'est des grosses mailles, tout est... Enfin, c'est en automne ou en hiver, je sais pas trop. Et je me demandais s'il y a une signification, en tout cas la volonté de raconter quelque chose, de mettre le film à cette époque-là, parce qu'en plus, ça se passe sur pas mal de mois, et on a l'impression qu'on est toujours à la même saison, en fait, quelque part. Et est-ce que c'est... C'est une façon de nier le réchauffement climatique. Le film est un peu trumpiste de ce côté-là. Pardon. Alors, ça se passe en automne, certainement les vacances de la Toussaint. En tout cas, il y a un temps relativement court, puisqu'il se passe 4-5 jours. Mais toutes les autres histoires... Après, dans le passé, les autres histoires, c'est à Paris. Et à Paris, il ne fait jamais chaud. Cet homme habite Marseille, c'est pour ça. Il ne fait jamais beau, donc ça me semble naturel. Alors, à quel moment on sait qu'un film va être un succès? 6 mois après sa sortie. Voilà, bonne réponse. Une autre question. On va attendre 6 mois. Mademoiselle Jonquière a été un vrai succès, Marion. Oui. Oui. Combien tu as fait d'entrées au total? 600 000. C'est énorme. Attends. Oui. Monsieur Mouktab, je voulais savoir si vous pourriez jurer que vous avez écrit ce film tout seul. Alors, non, j'étais... Non, Parce qu'au générique, j'ai bien fait attention à ça, et j'ai vu que votre nom.
à moins que j'ai mal regardé. Et j'étais épaté parce que, en général, les films si bien ficelés, si bien construits et écrits, sont souvent le résultat d'un travail collectif, enfin d'une équipe, quoi. Au générique, il y avait plein d'autres noms, enfin, peut-être que c'est pas le... J'ai mal vu, désolé. Ah non, non, Il y a des co-scénaristes? Ah, mais vous voulez dire au scénario? Juste le scénario, ouais. Ah, d'accord, j'ai cru que... Ah oui, non, il fait pas tout, il fait pas tout. Il y a même un chef. Non, au scénario, oui, c'est moi qui ai écrit le scénario. Non, ça arrive que des réalisateurs écrivent leur scénario, seul ou à deux. Parce que tu as coécrit certains autres films? Non. Non, il y avait des collaborateurs. Sur le scénario, jusqu'à présent, non. D'accord. Le présent aussi avec Denis Diderot. Voilà, oui, c'est bon, le mec. Il n'a pas pu venir. Merci. Bon, mais merci en tout cas.